Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode, l'enseignante qui hurlait après ses élèves à Sainte-Marthe-sur-le-Lac ferait face à 2 plaintes déposées à la police. Panne massive, surprise chez Hydro-Québec. Le tout a été résolu assez rapidement. François Legault prend le blâme pour l'abandon du 3e lien. Éric Kerr s'accroche et accrochage dans la chambre bleue entre François Legault et Paul Saint-Pierre Plamondon. Et Joe Biden se présente officiellement comme candidat à sa réélection. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Alors, suivi de cette histoire révélée hier par Cube Radio de cette enseignante de Sainte-Marthe-sur-le-Lac qui hurlerait après ses élèves, enregistrements audio qui ont été captés dans sa classe, à même un dispositif installé dans le sac à dos d'un des élèves, justement, pendant 3 jours, des extraits qui ont fait le tour des médias du Québec dans lesquels on peut entendre une certaine Madame Chantal, c'est comme ça qu'on identifie cette enseignante qui est désormais suspendue par le Centre de services scolaires d'Émile-Île, qui criait, rabaissait, intimidait certains élèves. Ça a provoqué tout un tollé hier. On a vu des parents se présenter à l'école assez rapidement pour tenter de parler avec la direction. Et là, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que cette enseignante, justement, aurait commis un abus physique sur un élève. Là. Des images qui ont été transmises à notre collègue journaliste de TVA Nouvelles, Yves Poirier, sur lesquelles on voit des blessures au visage d'un enfant. Est-ce que ça a été bel et bien infligé par l'enseignante en question? L'enquête le dira. Enquêté, mais... Et c'est ce qui est enquêté parce qu'il y a 2 plaintes formelles déposées par des parents d'élèves qui étaient dans la classe de Mme Chantal, qui sont devant la police en ce moment, là, la police de Deux-Montagnes, qui parle de 2 plaintes retenues pour fin d'enquête. On parle de voie de fait et l'autre, c'est intimidation là, contre l'enseignante. Donc, ça prend quand même une dimension, Mario, qui est un peu plus loin que simplement civil scolaire. Plus le Centre des services scolaires qui, lui, mène une espèce de double enquête. L'enquête sur ce qui s'est passé dans sa classe. Mais si je me fie à ce que me disait ce matin la directrice générale du Centre des services scolaires, elle veut aussi faire enquête pour savoir la chaîne de transmission de qui savait quoi quand. Normalement, il y avait assez de bruit puis de cris dans cette classe-là que d'autres gens dans l'école auraient dû s'en rendre compte. 1. 2. On dit qu'il y a quand même eu des plaintes des parents, qu'il y a des parents qui avaient déjà porté plainte avant. Ça s'est rendu à la direction de l'école. Comment ça se fait que ça s'est pas rendu au centre de services scolaires? Qui savait? Donc, il y a comme une compréhension de l'événement à bâtir, parce que c'est pas... moi, j'étais ministre de l'Éducation, puis c'est pas juste ce qui est arrivé à ces enfants-là. C'est comment ça se fait que personne n'a rien fait. Et ça nous parle d'une culture de l'omerta à l'école ou d'un laisser-aller. On est en droit de se demander, est-ce qu'on manque tellement d'enseignants qu'on passe l'éponge? Mais on nous jure que non. Au centre de services scolaires, on dit oui, c'est vrai qu'on nous manque des enseignants, mais on fera pas de compromis sur qui on laisse devant une classe si on sait qu'il y a quelque chose de pas correct. Mais on se la pose quand même la question, est-ce qu'on manque tellement d'enseignants qu'on ferme les yeux, qu'on se dit bof. Oui, mais... surtout que c'est pas la première fois, Mario, là, qu'on se pose ces questions-là. On se souviendra, dans les derniers mois, il y a eu des cas, certes, ça remontait à plusieurs années, mais par exemple, du professeur qui aurait mis enceinte une élève, là, il y avait là 20 ans, mais il y avait eu des plaintes, semble-t-il, d'autres professeurs dans les dernières années qui avaient été posées. Puis on a abrié ça, on a enterré l'histoire. Oui, puis la question, encore une fois, c'est comment ça se fait que personne n'était au courant. Et là, la direction de l'école, des grands vents, a beau dire qu'ils étaient au courant de rien, qu'ils sont tombés des nues, même son cloche du côté du centre des services scolaires. Il y a des plaintes qui ont été faites par écrit pour laisser des preuves du côté de certains parents, des plaintes dont on n'a pas... De toute évidence, on n'a pas vu de suivi. Donc, c'est plusieurs questions qui sont posées en ce moment là, autour de toute cette histoire-là. On verra si ça débouchera sur des accusations là, au terme d'une enquête qui sera menée. Mais voilà, ça démontre encore une fois qu'il y a des problèmes là, peut-être de transmission d'informations au sein de notre système d'éducation. Panne surprise aujourd'hui, Mario, dans le réseau d'Hydro-Québec. Ça a commencé un peu plus tôt cet après-midi. D'ailleurs, toi, tu as manqué d'électricité chez toi. En fait, c'est la première chose que j'ai su, c'est ma fille était chez nous, elle manque d'électricité. Mais c'est parce que en retournant voir sur Infopan, je me suis rendu compte qu'on était passé de quelques
quelques petites zones à plus. Puis là, à un certain point, je reçois l'alerte sur mon cellulaire. On est rendu à 375 000, je pense, personnes. Puis c'est monté, Alexandre, jusqu'à presque 1,5 million à un certain point. Et là, c'était... Écoute, sincèrement, il y avait comme un questionnement. Est-ce que les Russes attaquent? Est-ce que la Chine a pris le contrôle des systèmes informatiques? Non, mais... C'est devenu stressant rapidement. Il fait beau, il n'y a pas de verglas. Et on nous parlait de bris techniques, de bris d'équipement, mais il y avait des pannes en Outaouais, dans les Laurentides, ça arrive sud, sur l'île de plein 350 000 sur l'île de Montréal. T'as pas bris d'équipement, L'électricité lâche partout, là. Oui, au pic de 495 000 clients qui étaient privés d'électricité, c'était dans toutes les régions, là. À Québec, dans la région de Capitale-Nationale, on parle d'une personne sur 5 qui n'avait pas d'électricité à un certain moment. Comme c'était répandu partout, on t'envoie de se demander, ben là, ça peut pas être un transformateur qui saute, c'est pas une ligne qui coupe, c'est pas... Sinon, tout ça serait dans la même région géographique. Et pendant un bon moment de la journée, Hydro-Québec, qui était silencieux, disait être sur le cas, en train d'enquêter sur la cause qui causait toutes ces pannes-là. Et finalement, on l'a appris. Le problème, c'est que ça venait pas du Québec lui-même, Mario, mais ça vient de nos voisins, parce que c'est la centrale de Churchill Falls qui n'est pas de responsabilité, donc, de celle du Québec. Quoi qu'elle alimente le Québec, d'abord. Quoi qu'elle alimente le Québec, mais c'est, semble-t-il, là, une perte de production au sein d'un groupe de turbines alternateurs à la centrale de Churchill Falls elle-même. Et lorsqu'on a une perte comme ça de production soudaine, ça déclenche des mécanismes de protection un peu partout dans le réseau haute tension. Une espèce de système de délestage automatisé. Comme une soupape. Et là, bing, on n'a plus de courant à certains endroits au Québec. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, on exclut complètement pour l'instant là, la thèse d'avoir une personne malveillante qui soit derrière tout ça, une entité malveillante. Donc, pas de piratage russe, chinois ou même de vengeance de la part de nos voisins à Churchill Falls. Il ne s'agirait pas de tout ça, mais bel et bien donc de cette perte de production. En fait, eux disent Terre-Neuve, Hydro-Terre-Neuve, je sais pas si c'est le bon nom, là, mais ils disent qu'ils étaient dans une opération de maintenance pour laquelle peut-être qu'il y a eu erreur humaine, mais pas involontaire, mais dans une opération de maintenance où on a occasionné donc, cette perte de production là, sur des turbines. Là. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Beaucoup d'actions à l'Assemblée nationale aujourd'hui, Mario, alors qu'on continue de se démêler du côté de la coalition Avenir Québec et du gouvernement avec le dossier de l'abandon du troisième lien autoroutier entre Québec et Lévis. Là. Parce que ce matin, on avait tout d'abord là, une réunion qui a été convoquée par François Legault là, pour tous les ministres et députés qui sont dans la région de Québec et de Lévis qui venaient rencontrer. Est-ce qu'on peut parler d'une mise au point, mise à jour, aligner nos flux? Je pense que les députés avaient demandé de rencontrer leur chef pour transmettre ou partager l'espèce de colère populaire. Et faut donner ça aux députés de la CAQ du Grand Québec, là, de la Rive-Sud, Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale. Ils ne se cachent pas du fait qu'ils vivent la pression. Là, ils sont déçus, qu'ils sont fâchés. Que la population est insatisfaite, que la population est choquée. Donc, ils voulaient transmettre ça. Je veux dire, quand ils en sont sortis, si tu me demandes à moi, je trouve que ça avait plus l'air d'une thérapie collective que d'un événement politique. Comme si, écoute, comme on dit, notre problème est entier, là, mais on s'en est parlé, on a parlé à François Legault, on a jasé entre nous autres, on se tient, on s'aime entre députés, puis on est une grande famille. Puis ça nous a fait du bien, mais OK, ça règle pas le problème. On comprend, mais encore, effectivement. Ouais, d'ailleurs, c'est pas tous les députés qui étaient extrêmement tendres ou avares de parole. On peut penser à la députée ministre de Chute de la Chaudière, Martine Biron, entre autres, elle qui parlait de s'attendre à un retour d'ascenseur. Là, elle prenait ça de langue qu'il faut... Moi, comme député, là, je perds un projet important pour mes citoyens, parce qu'elle, c'est le territoire de Lévis, là, son comté, c'est l'ouest de Lévis. Mais elle disait, ça nous prenait une espèce de compensation. À quoi j'ai deux questions. Parce que ça, je peux comprendre. Bon, le mot retour d'ascenseur, sauf qu'il est très maladroit. On l'utilisait plus dans la commission Charbonneau. Ouais. Mais l'idée que de dire, moi, comme député, je perds un projet, puis comme député de mon comté, je vais attirer d'autres choses chez nous. Ça, je comprends ça. Mais c'est juste que la double question, c'est quoi et quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas attirer chez vous? Tu vas-tu tirer dans une boîte de Cracker Jack un projet, tu vas en mettre 8 dans un sac? Tu peux pas inventer un projet comme ça. Ou, l'autre question, qu'est-ce que tu peux avoir comme projet qui est assez gros? Parce que là, on parle de compenser un projet de peut-être 6, 7, 8 milliards. Oui. Fait quand même qu'on va refaire les bandes de la patinoire de Saint-Jean-Chrysostome, puis non, mais réparer le centre communautaire, tu comprends? On peut t'en faire 3-4 petits projets de même, mais
C'est pas... Il Ouais. n'y a rien. T'es pas de la même dimension. T'es pas... Qu'est-ce que tu peux avoir d'équivalent? Et c'est là que... Moi, je ne suis pas scandalisé qu'une députée veuille... Tu sais, les députés sont tous là pour amener de quoi dans leur ville, dans leur coin, dans leur comté. Puis elle veut avoir l'air d'être proactive au sein de son gouvernement. Mais là, tu dis, OK, quoi? Là, de quoi on parle? As-tu un projet? As-tu quelque chose quelque part qu'on ne sait pas dans tes cartons, dans ta mallette? Tu te promènes avec un projet secret qu'on ne connaît pas? Surtout qu'on continue quand même de planifier un troisième lien malgré tout. Ouais. Bien qu'il ne soit pas autoroutier et qu'on n'ait pas du Et tout ça, de détails. Bernard Drinville, il reste bien ferme là-dessus, là, qui veut que les gens voient que c'est en train à la prochaine élection, que les gens voient que c'est en train de se réaliser. Donc lui, le projet de tunnel pour le transport en commun, il y croit. On continue d'y croire. Et donc, à l'issue de cette réunion spéciale, appelons-la comme ça, eh bien, il y a eu cette thérapie. Non, on peut appeler ça une réunion spéciale. Réunion spéciale. Je vais accepter pour aujourd'hui. Réunion spéciale de thérapie, adjugée. Et donc, c'est M. Legault qui est lui-même sorti, là, quand même pour une des premières fois, là, depuis l'abandon du projet, dit prendre le blâme vraiment là, pour avoir mis ce projet-là de côté en disant qu'il était le seul responsable de la décision au final à prendre pour les contribuables. Dit, il n'y a pas de complot en bout de ligne, c'est moi qui prends des décisions. Financièrement, c'était pas justifiable, le troisième lien. Donc, a fait face à la musique, a fait face à la presse un peu plus tôt aujourd'hui. L'autre, qui est quand même, lui aussi... Mais en même temps, il n'y aurait aucune excuse. Là. Ça, dit qu'il il ne s'excusera pas de prendre ce qui est la bonne décision. Ouais. Mais par contre, devrait-il... Moi, ça, j'en suis. Est-ce qu'il devrait s'excuser, par exemple, de l'avoir promis avec autant de ferme... Parce que c'est comme si on oublie que... Exemple, en campagne électorale, en septembre-octobre dernier, là, pendant la campagne. Mais il n'y a rien qui interdisait à la CAQ de prendre comme position. Là, nous, on veut réaliser le troisième lien, on le souhaite, mais on ne le garantit pas. Là, on attend de voir les études, on attend toutes les données, puis on va prendre une... Personne ne leur reprocherait aujourd'hui ça, là. Non, mais ils l'ont tellement martelé. Ben oui, mais ils ont martelé que c'était béton, là, que c'était fait, que c'était incontestable, que c'était... Oui, puis malgré les études scientifiques, là, chez moi, avec les GES, qu'on a entendu prononcer... C'était un fait. Alors, s'ils nous avaient dit à l'époque, écoutez, c'est un projet qu'on souhaite réaliser, on a un penchant très favorable, mais on attend les documents, on attend les études, on va voir en temps et lieu. On l'aurait pris avec un grain de sel, mais puis aujourd'hui, on pourrait pas... On dirait, bon, ben ils font ce qu'ils ont promis, ils font ce qu'ils ont dit, là. C'est eux ont choisi de se couler dans le béton, que le projet était une certitude. Oui, une des personnes qui l'a plus coulé dans le béton avec ses paroles, c'est M. Éric Kerr, le député de la Pelletrie, qui lui aussi là, a dû répondre à certaines questions des journalistes aujourd'hui. De son côté, même chose, même son de cloche que du côté de M. Legault. On ne s'excuse pas, dit ne pas compter démissionner, bien qu'il a dit comprendre la frustration des citoyens, des électeurs, ne veut pas démissionner. Et même si le projet, là, en ce moment, qui est mené par Éric Duhem, chef du Parti conservateur, qui veut récolter là, plus de 30 000 signatures qui réclameraient le départ de M. Kerr. Pour lui, c'est affirmé, il ne partira pas. Il n'y a pas l'air d'avoir non plus de mouvement là, du côté de l'état-major de la CAQ de vouloir le mettre dehors, Mario. Mais ils peuvent pas. Ils peuvent pas le mettre dehors parce que officiellement, je comprends que nous, on dit, ben là, c'est ridicule, il a mis son siège en jeu, puis là, ils font pas le projet. Mais si tu te mets du point de vue de la CAQ, eux, ils reculent sur le projet. Fait qu'Éric Kerr, il est solidaire de la décision du premier ministre, c'est du caucus, c'est du cabinet. Donc, il est solidaire de l'équipe. Mais tu peux pas le mettre dehors en disant, ben là, t'es fidèle au parti, mais comme t'as l'air fou, on veut plus te voir dans le parti. Non, mais tu peux pas dire ça à quelqu'un, là. Non, très certainement. Eux, ils reculent avec leur camion, ils font bip-bip. Puis lui, il recule avec eux. C'est juste qu'à cause de ses propos passés, il fait bip-bip encore plus fort que les autres, là, tu sais. Mais il peut pas y reprocher ça. Donc, ils sont pris pour être dans une solidarité. Ce que probablement François Legault a réussi aujourd'hui, c'est à éviter des démissions supplémentaires. J'ai l'impression que malgré tout, puis malgré la gêne ou la honte, ils vont tous rester unis. C'est mon impression. Mais il faut croire Mario, là, parce que la journée avançait au fur et à mesure après ses déclarations de presse, mais il faut croire que la thérapie réunion spéciale n'a peut-être pas aussi bien fonctionné qu'espéré, Mario. Parce qu'on s'est rendu jusqu'à la période de questions, et il y avait une question posée, entre autres, par le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a piqué au vif François Legault, ni plus ni moins. Il accusait la CAQ d'avoir fait de la fausse représentation pendant la campagne électorale, justement en martelant qu'il voulait créer absolument un troisième lien autoroutier entre Québec et Lévis. Et François Legault, piqué au vif, justement, a décidé de répliquer de cette manière-ci à M. Paul Saint-Pierre Plamondon. Demain matin, il y avait une élection dans Camille-Lorrain, sans vol de dépliant du PQ
Est-ce que le député de Camille Lorrain serait le député qui est ici devant nous aujourd'hui? Bien, toi aussi. Donc, déclaration qui a vraiment soulevé l'ire un peu de tout le monde au Salon Avec Bleu. raison, là. Manque de classe. Là, on rappelle vraiment. les faits rapidement. Il y avait eu des employés là, de la solidaire Marie-Ève Rancourt dans Camille Lorrain. Donc, la candidate elle-même. Exactement. Oui, c'est vrai, la candidate faisait le porte-à-porte. Marie-Ève Rancourt, la candidate elle-même, avocate de formation, avait pris un dépliant du PQ dans sur un balcon où il y avait une caméra de surveillance, puis le type a regardé sa caméra de surveillance et on voyait, il a partagé avec les médias, là, on voyait la personne prendre le dépliant. Et donc, Québec solidaire avait décidé de retirer cette candidate-là. Cette candidate-là. Ni plus ni moins, donc... et c'est sûr que ça a ouvert la porte. Est-ce que c'est pour... On ne pourra jamais dire mathématiquement que c'est pour ça que Paul Saint-Pierre Plamondon a été élu, mais disons que ça a pu aider, là. Oui, et là, les réactions n'ont pas tardé à se faire sentir. Du côté de M. Paul Saint-Pierre Plamondon, on dit que c'est une attaque personnelle d'une bassesse inouïe. Le chef par intérim du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay, lui aussi, a soutenu là, que des propos qui remettent en doute là, la légitimité de l'élection, là, c'est indigne également. Donc, ça brasse beaucoup sur les réseaux sociaux, là, que ce soit, peu importe l'opposition, Québec solidaire, le Parti libéral, le Parti québécois, on réagit fortement aux propos de François Non, mais Legault. le premier ministre, à mon avis, le premier ministre doit rester au-dessus de ce genre d'attaque partisane. Tu sais, on dit des fois dans les partis, t'as ce qu'on appelle le Rat Pack, là, des députés très, très, très partisans puis qui sont là pour se jouer du coude. Mais on peut pas s'attendre à ce que le premier ministre accuse un autre chef des histoires de vol de dépliants. Il doit rester au-dessus de ça. Et malheureusement, c'est arrivé à un certain nombre de reprises là, au cours des dernières années que quand François Legault, lui, est attaqué trop durement ou trop personnellement, il réplique, là, mais il descend à un niveau qui... Surtout que dans ce cas-ci, il n'y a pas le gros bout du bâton. Là, dans le dossier du troisième lien, les partis d'opposition ont tout à fait raison de l'attaquer durement. Donc, il devrait essayer de s'en sortir avec élégance et politesse. Pendant ce temps, toujours à Québec, le ministre Christian Dubé, lui, est en étude de crédit à l'Assemblée nationale, le ministre de la Santé. Et là, il a parlé, durant cette étude de crédit, qu'après les pharmaciens et les infirmières, il aimerait voir d'autres professions être décloisonnées, donc d'élargir leur champ de pratique. Il a évoqué jusqu'à 18 postes. Puis là, le terme, évidemment, est un peu flou, dont la pratique pourrait être élargie, entre autres, les travailleurs paramédicaux, les travailleurs sociaux, qui pourraient avoir d'autres responsabilités, prendre en charge une plus grande partie de la clientèle. Il déplore, entre autres, qu'en santé, on travaille trop dans des silos. Et donc, bravo. Je dis bravo avec quand même une nuance. Les infirmières, là, prenons le cas de l'élargissement des super infirmières, de l'élargissement des possibilités de pratique des infirmières qui donnent de bons résultats présentement, maintenant que ça se fait. Hey, quand un rapport a été déposé là-dessus à l'Assemblée nationale, il faudrait que je vérifie, moi, c'est autour de l'an 2000, peut-être 1999, 2000, 2001. Et les super infirmières, ça fait quelques années à peine. Ça a pris quasiment 20 ans. Là. Mettons 15 ans. Un bon 15 ans. Et c'est extrêmement long, les systèmes de protection des ordres professionnels, de dire « Ouais, mais là, nous autres, c'est une pratique exclusive, puis il ne faudrait pas que quelqu'un d'autre vienne jouer dans ma cour. » C'est phénoménal au Québec et... Tu me demandes l'intérêt du patient, d'attendre moins, d'avoir accès à des services. C'est très, très, très difficile à faire valoir. Donc, bravo à Christian Dubé d'ouvrir cette porte-là. Mais sera-t-il capable de faire débloquer ce dossier-là ou de faire avancer ça dans des délais qui sont un peu raisonnables, compte tenu des urgences qu'on connaît à la santé? Ouais. Je me croise les doigts, mettons. Tout savoir en 24 minutes. Hier soir, une panne est survenue dans le métro de Montréal. Panne majeure sur la ligne verte, que je connais d'ailleurs très bien. On parle d'une panne là, de plusieurs heures, là, 12 heures de temps que cette panne a duré après qu'on ait trouvé une fissure dans la voûte d'un tunnel entre la station Saint-Laurent et la station Berry-UQAM. On a dû interrompre là, tous les voyagements qui se passaient entre Lionel-Groulx et Frontenac sur la ligne verte. Donc, 9 stations de long, des navettes qui ont été installées. Au départ, c'était pas clair
clair à quel moment on pouvait reprendre le trafic. Finalement, semble-t-il que c'est superficiel, là, cette fissure qui s'est mise dans le béton, mais tout de même, ça démontre qu'on a peur pour le système de tunnel du métro de Montréal parce qu'on risque de voir de ces événements-là être de plus en plus fréquents dans les prochaines années. Faut être l'ingénieur ou les ingénieurs. Quand ils disent « Ouais, c'est juste superficiel, on n'est pas inquiet pour la structure », faut être bien certain, là, je suppose. Oui, faut être bien certain, puis c'est ce qui est arrivé, ce qu'on comprend toute la fin de journée hier, parce que c'est en pleine heure de pointe. Parce qu'à un certain point, on a même été inquiet pour le poids qu'on mettait au-dessus de la fissure. Le camionnage sur la rue Maisonneuve a été interrompu. On parlait du camionnage au début. On a fini par interrompre tout transport là, qui se passait au-dessus là, de l'endroit où se tient la station, parce qu'on avait peur, justement, qu'il y ait peut-être du poids, que ça puisse s'effondrer. Finalement, c'était vraiment une infiltration d'eau qui a permis de découvrir cette fissure-là. C'est superficiel, mais comme tu le dis, il faut être sûr en maudit. Puis c'est pour ça qu'on n'était pas certain, même hier soir du côté de la STM, si ce matin on allait pouvoir... Mais toi, dans le dossier noir que tu es en train de monter sur le nombre de la fréquence des pannes dans le métro, ça ajoute, là. Ben, c'est pas rassurant, Mario. Surtout, tu te souviendras, là, dans la dernière année, on a vu un rapport comme quoi la station P9 avait besoin de travaux d'urgence aussi pour pas que ça s'effondre et autres. Disons que la ligne verte est vieillissante puis ça commence à paraître, selon divers experts en mobilité. On risque d'en voir de plus en plus, malheureusement, de ces événements-là. Économie. Je sais que le dossier de la consigne est un dossier que tu suis toujours de très près, Mario. Et là, aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et des Changements climatiques, là, Benoît Charette, a dit que l'implantation de la fameuse réforme de la consigne sur les contenants de boissons va se faire finalement par phase. C'est ce qu'on envisage du côté du gouvernement Legault. Les détaillants, entre autres, depuis un bon moment, affirmaient que si on entrait en vigueur là, avec cette nouvelle réforme tout en bloc, ce serait un échec. Donc, on garde quand même la date du 1er novembre pour implanter la réforme. Mais au départ, ça va seulement être les contenants d'aluminium qui vont être utilisés dans le cadre de cette réforme-là. Puis dans les mois qui vont suivre, après ça, on va ajouter le plastique, le verre, les contenants multicouches, là, par exemple, comme les cartons de lait, qui vont s'ajouter. Parce que si on l'avait fait tout d'un coup, on avait peur justement que ça implose, tout ce nouveau système-là. Et on risque de voir là, un échéancier plus précis dans les prochaines semaines, au fur et à mesure où on va réfléchir à tout ça. C'est quand même tout un élargissement, là, je le rappelle, là, c'est tous les contenants de boissons de 100 ml à 2 litres. Là. Ça va faire doubler le nombre de contenants consignés au Québec. Puis moi, on dirait que ça m'impressionne toujours. C'est logique en même temps au nombre de canettes de bière qui doivent se boire dans une année au Québec. Mais on parle là, de 2,5 milliards de contenants habituellement. Puis là, on va doubler. Donc, de 2,5 à 5 milliards de contenants qui vont être recyclés par année au Québec. Donc, c'est quand même énorme, Mario. Puis on attend que ça C'est énorme, arrive. mais c'est une complication. Là. C'est-à-dire, pour ceux qui vont les recueillir, etc., c'est une énorme complication. Puis, je sais pas comment on va gérer ça. Parce qu'à un certain point, est-ce qu'on va vraiment, tu sais, à l'épicerie, là, tout ce qu'il y a en pot, tout ce qu'il y a en pot de verre, de la mayonnaise au cornichon, au pot de sauce. Au pot de sauce. Est-ce qu'un jour, on va dire tout ce qui est en verre, tout doit être consigné? On parle pas de le mettre dans son bac bleu, dans son bac de recyclage. On parle de le ramener. C'est OK, tu vas partir pour l'épicerie déjà avec une charge pleine. Là. Est-ce que tout le monde va vouloir faire ça? En tout cas, pour moi, il y a un vrai questionnement. Le Monde. Ça flottait déjà depuis un bon moment, mais c'est désormais officiel. Joe Biden, à l'âge de 80 ans, a annoncé sa candidature officielle à sa réélection pour la présidentielle de 2024. On l'associe encore une fois à la vice-présidente Kamala Harris dans une vidéo qui est parue sous le slogan « Finissons le travail », « Let's finish the job ». C'est ce qu'il a choisi comme slogan parce que... Là, une vraie vidéo à l'américaine. Une vraie vidéo à l'américaine. On montrait des images justement de la démocratie attaquée, du Capitole, des partisans de Donald Trump. Message très, très unificateur, mais ce qui, quand même, fait rejouer encore et toujours la principale préoccupation auprès de Joe Biden. C'est son âge, parce que s'il devait être élu encore une fois, il serait à la Maison-Blanche jusqu'à ses 86 ans. Ouais, il serait assermenté à 82 ans. Déjà, tu sais que si on avait une reprise de Trump contre Biden... Là, oui. Présentement, dans l'histoire des États-Unis, le plus vieux président assermenté, c'est Joe Biden, qui a été à 78 ans et 60 jours. Oui. Puis le deuxième plus vieux, c'est Donald Trump, à 70 ans et 200 quelques jours. Donc, ils sont déjà... Mais là, s'ils se réaffrontaient
en novembre 2024, tu serais déjà certain que le gagnant deviendrait le plus âgé président à jamais avoir été assermenté, l'un ou l'autre gagnant. Là. Voilà, et donc la réaction de M. Trump, d'ailleurs, n'a pas tardé. Là, Mario, tu peux comprendre qu'il n'était pas nécessairement enchanté de tout ça. Je manque de temps pour te faire entendre le petit extrait là, de M. Trump qui était pas qui a décrié en disant si on prend les pires 5 présidents de l'histoire du pays, ça serait moins pire que Joe Biden. Donc, un message à la Trump pour cet affrontement de l'âge d'or. Hein, mais qui a été le meilleur président de tous les temps, selon Donald Trump? Oh, je pense que c'est lui-même, Mario. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie. Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine.